Bonjour, bienvenue sur un dessin podcast. Donc on est toujours au FIGE 2024, toujours à Cannes, toujours le vendredi. Toujours. Incroyable, il n'y a pas encore trop de public qui est arrivé, donc on est encore à peu près en vie, à peu près humain surtout, c'est le plus important. Pas trop de termes, ça va. Ouais. Et donc du coup, on est avec une société, ça fait un petit moment déjà qu'on vous en parlait, et là c'est l'occasion de rencontrer les personnes en charge, donc c'est les enquêtes sous scellés. Exactement. Donc la première question c'est est-ce que tu peux te présenter, puis surtout qu'est-ce que c'est les enquêtes sous scellés, qui êtes-vous d'abord? Qui sommes-nous? Alors moi je me présente, je m'appelle Chloé Blondel. Et je suis à la tête des enquêtes sous scellés. C'est un jeu d'enquête, comme son nom l'indique, sans règles du jeu, où on est vraiment sur de l'immersif et du narratif. L'idée, c'est vraiment de reprendre un dossier d'enquête inachevé, un faux dossier bien sûr, hein, on ne se base pas sur des vrais faits divers, et pendant 2-3 heures de temps, d'essayer de reconstituer tout ce qui s'est passé, comprendre qui était la victime, qui sont les suspects, pour essayer de trouver le coupable. Et à la fin, normalement, on est très heureux. Oui, si on trouve. Oui, mais c'est un peu designé pour que beaucoup de gens trouvent. Il y en a qui prennent plus de temps que d'autres. Ah oui, je dis pas que ça va vite, mais je dis que normalement, en prenant le temps, tout est possible. Et, comment ça se compose du coup à l'intérieur d'une boîte sous scellé? Alors, il y a entre 30 et 40 documents, voilà, on peut voir un peu à l'arrière des boîtes, entre 30 et 40 documents par boîte. Ça va du rapport de police à des objets scellés pour un peu de la manipulation, des photos, parfois des objets un peu étranges. Et il y a aussi une partie qui se déroule en ligne, puisque parfois on a besoin de supports vidéo, des supports audio, aller visiter des sites internet, renvoyer des mails pour être vraiment comme dans la vraie vie, comme en enquête, parfois il faut aller sur Internet. On a essayé de limiter quand même pour qu'il y ait le dématérialisé, pour ne pas passer trop de temps en ligne. Oui, l'idée, c'est quand même de jouer autour d'une table et d'être avec du papier, des choses comme ça. Donc c'est à peu près 80% des éléments papier, 20% des éléments dématérialisés. Et au niveau du nombre de personnes qui peuvent jouer à ces enquêtes, on est sur... parce que là, je vois marqué sur celle-ci, donc c'est de 1 sur 63 âmes. Hein. Ici. On est de 1 à 6 joueurs. C'est sur toute la gamme comme ça ou ça dépend des jeux? Ouais, ça a été un petit peu compliqué de déterminer ça parce qu'en vrai on peut jouer à 100 si on veut. Bon, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de limite en fait, vu que c'est complète, du coup. Exactement. Si c'est du dossier d'enquête, il y a beaucoup de documents, chacun se partage les éléments. La difficulté quand on est trop, c'est de savoir communiquer correctement sur ce qu'on a lu, ce qu'on a trouvé comme indice. Nous, on conseille jusqu'à 6, l'idéal étant de 2 à 3 personnes, quoi. Ouais, j'aurais dit plutôt 4. Ouais, ça dépend. Il faut savoir avec qui jouer, si les gens sont bien attentifs, parce qu'après on peut en vouloir de « mais t'avais le rapport de police, tu n'as pas lu cet indice, tu nous as fait perdre 1 heure ». Ça dépend. Ouais, et on a des gens qui aiment beaucoup jouer seuls, comme on lirait un polar, de se dire je me fais un chapitre par soir et je regarde un petit peu. Vous avez un public là-dessus qui vous demande justement la partie solo de ces enquêtes? Alors après, on n'a pas forcément de demande particulière là-dessus, mais c'est vraiment un jeu qui peut se jouer seul.
Et on a eu des gens vraiment qui aiment bien prendre leur temps, avoir leur petit carnet d'enquête à côté, noter petit à petit les choses et se faire... Le tableau épinglé aussi. Exactement, ouais. Oui, j'avais vu ça dans les conseils. Si on a ça, le petit tableau en liège, ouais. C'est cool. Il y a des gens qui ont le tableau en liège, mais pour les autres, il y en a qui font beaucoup ça un petit peu de manière artisanale, qui vont coller ça sur les vitres, qui vont pousser les tables et mettre tout au sol, qui utilisent leur baie vitrée. On a des photos de retour de joueurs très rigolotes sur comment enquêter. Quoi, ouais. Et il y en a même qui se mettent en costume et qui font des vraies soirées d'enquête. C'est vrai, qu'on peut effectivement faire des soirées d'enquête comme en vrai, ouais, exactement. Et justement, comment ça vous est venu cette idée de développer ce genre de gamme? Parce que moi, je pense que vous devez être a priori fan de polar et d'enquête, je pense déjà, c'est un préalable. Mais comme nous tous, non? J'ai l'impression. Ouais, beaucoup de gens. Ouais, il y a une vraie appétence sur le fait divers, un peu voyeuriste, je trouve. Bon, je vais pas mettre ça en avant, mais il y a cette base-là qui, moi, m'intéressait. Et puis, à côté de ça, moi, j'aime bien les concepts de jeu où je vais vivre une aventure. J'ai 10 ans d'escape game derrière moi, donc le côté immersif et narratif, ça m'intéresse. Et en fait, ce type de jeu d'enquête existait beaucoup aux États-Unis et a rencontré un vrai gros succès aux États-Unis. Le leader du marché s'appelle Hunt a Killer, que je vous invite vraiment à essayer. Alors, bien sûr, c'est en anglais, ça s'appelle La chasse aux tueurs. Et eux, ils ont un système assez dingue. C'est que l'enquête se fait en 6 épisodes et vous recevez une fois par mois la suite de votre enquête. Donc c'est des enquêtes sur les séries policières. Exactement. Après ils ont développé maintenant des boîtes en une seule fois parce qu'il y avait aussi une demande de dire j'ai pas envie d'attendre 6 mois pour faire une enquête. Donc nous on avait joué à ce jeu, on avait trouvé ça génial et on trouvait pas d'équivalent en France. Donc on s'est dit autant le lancer. On s'est posé la question à un moment donné même d'adapter ces jeux et on s'est dit mais le terreau français de faits divers est tellement intéressant. Les séries policières, française, on est vraiment au top. Donc à partir de là, on a commencé à développer des histoires et petit à petit, on a construit toute notre gamme de jeux d'enquête. Quoi. Et une petite question, parce que du coup, vous avez pas mal de produits déjà sur votre site, parce qu'on peut les commander directement sur le site. C'est quand même pas mal, nous c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs. et donc déjà présenter quelques-unes des enquêtes que vous avez, et avec certains invités, que nous en tant que rôlistes on connaît, entre autres, je te laisserai les citer. Et puis moi je rajouterai avant de te laisser la parole que vous pratiquez le jeu de rôle, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Si vous voulez créer votre scénar d'enquête, prenez une de ces boîtes, il y a tout le matos, mais vraiment tout. Les fans de l'Appel de Cthulhu sauront de quoi je parle. Et ça m'amène justement à la question qui me trottait dans la tête, c'est des enquêtes policières plutôt classiques ou on peut y retrouver du fantastique, des choses comme ça? Je vais pas spoiler, mais... Il y en a certaines, oui. Oui, celle que tu tiens dans les mains, on a une petite couche de... pas forcément de fantastique, mais on va plonger un peu dans... 63 âmes, c'est l'histoire d'un village de 63 habitants. On retrouve une jeune fille morte dans les bois. Il va falloir un petit peu comprendre ce qui s'est passé et s'intéresser de fait à l'histoire du village et aux relations entre villageois et à l'histoire en remontant très loin dans l'histoire du village. Donc on est vraiment sur du folklore d'un village français qui parfois, pour des gens qui ont un peu trop d'imagination, flirte un petit peu avec... le nom du patelin, Ville-Trépas. C'est ça. Bon, qui n'existe pas malheureusement, mais... Ça pourrait. C'est vrai, exactement. Mais oui, alors pour revenir sur la particularité, je trouve, de nos jeux, et je vais en venir à parler à ceux qui aiment les jeux de rôle, c'est que comme support de jeu, on a bien sûr des documents écrits, mais on a aussi des documents visuels. Donc très rapidement, on s'est posé la question de comment mettre en scène des scènes de crime, des portraits de suspects. Il y avait la solution des banques d'images sur Internet qui se sont révélées tout de suite assez rapidement un petit peu pauvres. C'est très lisse, ça fait pas très réel. Donc on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. On va créer nos scènes de crime, on va prendre des suspects, on va taper dans les gens autour de nous pour créer ça. Et il se trouve... criminels chez Enquête sous scellé. Exactement. Et on avait beaucoup de gens qui sont dans le jeu de rôle, donc qui en plus étaient très ouverts à l'idée de devenir un personnage d'un jeu d'enquête. Donc dans la clé, alors la clé c'est une petite histoire particulière que je raconterai après, mais dans la clé notre victime c'est Fibre Tigre que vous connaissez bien de Game of Thrones. Il est mort en fait, du coup c'est un hologramme qu'on va passer. Voilà, il meurt au début de l'enquête. Alors
On ne voulait pas qu'il soit trop reconnu, donc il ne s'appelle pas Fibre Tigre, mais Fable Table. Bon, c'est un petit clin d'œil. Et dans Ultime Châtiment, qui n'est pas ici, qui est un jeu qui est un pitch toujours très marrant à faire, puisque c'est un dîner de famille qui tourne mal et le fils cadet est retrouvé mort le lendemain dans la cave de la maison. Et notre fils cadet, c'est Lucien Mène de La Bonne Auberge, qui a très gentiment accepté d'être notre victime. Donc j'aime bien tuer en fait des rôlistes. Des boissons fraîches, comme il dit dans sa petite auberge, exactement. Et du coup on l'a retrouvé à la cave. Exactement. Lucien, qu'est-ce que tu nous as fait? Donc on aime bien avoir à la fois ces petits clins d'œil et ça nous permet d'enrichir nos enquêtes avec des comédiens, avec des gens qui vont vraiment apporter ce côté réel. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de voir une photo lambda, j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu... Je dis toujours du sale, mais j'arrive pas à le dire mieux, mais c'est pas clean, quoi. Parce qu'on a joué à une des enquêtes, hein, justement. Donc oui, c'est vrai que nous, on avait fait les disparus de Phosphorons. Ouais. Et c'est vrai justement qu'il y a des photos où il y a des détails. Nous, on les a vus après avec la solution. On avait trouvé la solution finale quand même, mais il y a des choses, mais c'est incroyable. Et d'autres personnes, quand ils accèdent à ces photos, eux les voient, ces détails-là. C'est complètement fou. Et une tonne de matos, comme je disais, hein, avec des facsimilés de dépôts de police, d'avocats, témoignages d'avocats, etc. Des notes planquées. Donc je vous conseille que dès que vous avez des objets à l'intérieur, regardez partout. On dit ça, on dit rien. Mais oui, puis je rebondis sur la question des facsimilés, des choses comme ça. On peut pas mettre beaucoup d'objets dans la boîte, d'une parce que c'est compliqué et ça coûte cher, donc il a fallu qu'on se repose beaucoup sur le papier. Et comment faire voyager les gens dans l'immersif avec du papier? Et ben ça va être vraiment dans des textures, dans de la reproduction de la réalité. Donc c'est un travail de production hyper intéressant, notamment sur les coupures de journaux. On a toujours cet exemple. Quand on a sorti les premières coupures de journaux, on s'est dit une coupure de journal, c'est recto verso déjà. C'est pas forcément bien découpé. On peut lire les autres articles. D'ailleurs, ça peut parfois servir. Et on a travaillé avec notre imprimeur pour avoir vraiment le rendu. Parce que c'est très compliqué de faire de la coupure de journal pour des questions très simples. C'est que c'est un grammage très bas et les imprimantes normales ne peuvent pas imprimer du grammage très bas. Donc, on ne pouvait pas non plus aller sur des presses comme les journaux. Donc, il a fallu qu'on trouve des petites astuces. Et on travaille ça vraiment au détail avant même de lire les éléments, le fait de toucher quelque chose, d'avoir une texture de papier, vous met tout de suite dans l'histoire. Même sur les photos. D'ailleurs. Ouais, même sur les photos. Parce que sur certaines photos, on retrouve des grammages de pellicule argentique en plus. Avec le petit Fujifilm derrière. C'est vraiment des détails qui ne servent à rien dans l'enquête, mais on s'attache vraiment à ce que les gens oublient qu'ils sont dans un jeu et se prennent pour des vrais détectives, quoi. Et du coup, parce que là, vous en avez, alors, la petite question, vous en êtes à combien maintenant d'enquêtes sous scellés qui sont sorties et l'accueil du public? Parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de monde qui passe sur le stand. Oui. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, et on n'est que vendredi, hein, matin. On n'est que vendredi. Et puis on s'est un petit peu amusé sur le stand. Suivez-nous sur les réseaux. On a reconstitué un bureau d'enquête, tout simplement. Actuellement au catalogue, on a 8 enquêtes. Dont 2 qui sont en plusieurs épisodes, parce qu'on s'est amusé à expérimenter des formats de jeu avec effectivement cette idée d'épisode. Donc en tout, il y a 13 boîtes de jeux techniquement, dont une qui est malheureusement out of stock et sera peut-être plus éditée, puisque c'est notre première enquête, Les Oubliés, qui contient 4 épisodes, qui est très compliqué à faire en production et qui était notre première enquête. Donc moi, je ne vois que des défauts dedans, alors qu'il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup, mais on réfléchit à peut-être la reproduire. Pour l'instant, on va voir. Et ouais, ça serait bien dans un nouveau format, dans des choses comme ça. Sur l'accueil du public, ça a été une super jolie histoire. C'est que on s'est lancé vraiment un matin de septembre, se dire on a envie de faire ça. On a créé un site internet vitrine pour dire est-ce que ça vous intéresserait de mener l'enquête de manière un peu immersive. Et les gens nous ont dit oui et ont précommandé. Donc c'était de l'ordre de 90 personnes. Pour nous, c'était 90 personnes. On s'est dit, s'il y a 90 personnes qui réagissent comme ça, c'est que ça peut marcher. Et on s'est autodistribué dans un premier temps, donc on vendait que sur notre site internet. Et depuis 6 mois maintenant, on est disponible également en boutique sous ce nouveau format de boîte, avec forcément donc le distributeur Gigamic qu'on adore, qui a cru en nous. Et puis ça, surtout, on était peut-être un peu limité par le site internet. Maintenant, on est disponible dans toutes les boutiques. Les boutiques de jeux, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant,
là d'où on vient, je ne vais pas citer la boutique, sinon il faudra que j'en cite 10 d'un coup. Mais voilà, les boutiques très connues de la région Lorraine, comme ça, voilà, j'en dirai pas plus. Maintenant, on les trouve très facilement, du coup, via la distribution. C'est ça. Ouais. Alors, il faut savoir qu'en boutique, on n'en a que 3 pour l'instant. Donc là, j'en ai amené 2, mais il y a également le gardien le gardien des caves, qui est un concierge qui est retrouvé mort à Clermont-Ferrand. On a bien aussi changé de région un petit peu pour plaire à tout le monde. Et à la rentrée, normalement, les 3 autres qui sont disponibles sur nos sites seront aussi disponibles en boutique. Donc ça veut dire qu'il y en aura une gamme de 6 enquêtes qu'on appelle des enquêtes unitaires ou one-shot, c'est-à-dire que tout se tient en une seule boîte et on peut tout résoudre en une soirée. Voilà. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon point quand même, hein, c'est pas mal. J'espère que ça va vous donner envie. Bon, de toute façon, quand la vidéo sera diffusée, c'est pas la peine que je vous dise où retrouver, sur quel stand les enquêtes ou scellées, parce que ce sera déjà fini. Ouais. Mais en tout cas, pour ceux qui ont été à Cannes, si vous êtes passés, donnez-nous votre retour là-dessus. Nous, on vous en a déjà parlé, je vous le redis à nouveau, amis rôlistes et puis amis amateurs de jeux de société et d'enquête, essayez, je pense que vous allez être très très vite convaincus, comme nous on l'a été en tout cas, avec madame, qui est derrière la caméra. C'est les secrets de tournage. Ça vous saurez tout. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et j'espère que ça va donner envie à des gens. C'est un peu le but, oui, quand même, oui, parce que nous on y croit un petit peu quand même, tu vois, le truc. Et on n'a même pas été payé, hein, c'est terrible. Et vu que, moi c'est mon argument de vente, vu que c'est un jeu qui effectivement on le conseille de jouer à plusieurs, je dis toujours souvent aux gens achetez-le pour l'offrir et vous jouerez avec les gens à qui vous l'offrez, donc vous faites vous-même un jeu. Un cadeau et c'est une expérience en fait. Alors il y a beaucoup de gens qui nous disent oui mais la rejouabilité, ça n'est pas rejouable, comme un polar n'est pas, on peut pas le relire, mais c'est vraiment une expérience je trouve pendant une soirée dans laquelle on va vivre quelque chose et à plusieurs ça peut être vraiment sympa quoi. Ouais, je veux dire, enfin, pour clôturer là-dessus, ça peut ressembler par certains côtés à un escape game, mais ça n'en est pas un. Ouais. Mais ça y ressemble dans le sens où on va faire l'enquête à la maison plutôt que d'aller dans une salle. C'est ça. Un peu, parce qu'il y a à peu près le même genre de matos, sauf qu'on n'a pas la salle immersive, c'est sûr. Voilà. Ça serait bien, mais ça tient pas dans une boîte. Ouais, c'est compliqué. Ou alors il faudrait les lunettes, réalité augmentée, tout ça. Mais j'aime bien le papier, moi. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Beaucoup. Et puis, c'est ce que j'allais dire. Ouais, bon courage pour les 2 jours qui arrivent. Hein. Ouais, mais en même temps, c'est tellement chouette. Merci. Merci. Et à bientôt.